Thierry, très heureux de t'inviter dans nos émissions sur les politiques de drogue. Nous t'avons sollicité dans le cadre d'une émission intitulée TSO, donc traitement de substitution aux opiacés, l'argent de la drogue. Parce que quand on parle de l'argent de la drogue, on oublie souvent de mentionner l'industrie pharmaceutique, qui est quand même un acteur central. Il y a même certains sociologues, donc Xavier Doudoué, pour ne pas le citer, qui décrit l'idée même de prohibition des drogues comme venant de cet acteur, l'industrie pharmaceutique, au début du siècle, qui aurait voulu instaurer le monopole de la vente de substances psychoactives qui soient gardées à des industriels, donc qui commencent à émerger, et donc de soustraire ces substances psychoactives à la possibilité d'être plantées et surtout consommées par les individus à titre personnel, à titre de l'exercice de la liberté individuelle. Bon, ça c'est une parenthèse, mais là où on te sollicite, c'est beaucoup dans la question de la réduction des risques, puisque dans cette politique, cette nouvelle politique, la politique de réduction des risques, qui a été mise en place dans le droit fil de la lutte contre le sida, donc à la fin des années 90, sont arrivés les traitements, et notamment les traitements de substitution aux opiacés, qui étaient vilipendés, qui étaient même combattus par les intervenants en toxicomanie, donc avant, on va dire, les années 90, quand tous ces intervenants en toxicomanie étaient groupés autour du docteur Olivenstein. On en a parlé dans des précédentes émissions, ce qui n'enlève rien au mérite du docteur Olivenstein, mais donc je vais d'abord donc te demander de te présenter dans tes diverses fonctions et ensuite de partir de ce fil chronologique donc des années 70 où la France s'est retrouvée avec un système de prise en charge totalement axé sur le sevrage et qui était très hostile notamment à la méthadone qui était le traitement de substitution utilisé notamment aux États-Unis et dans d'autres pays d'Europe et qui a commencé à être proposé, notamment par les pouvoirs publics, dans le cadre de la lutte contre le sida. Alors on commence par la présentation de ta personnalité particulière, parce que tu as joué un rôle particulier en tant que personne qui travaille dans l'industrie pharmaceutique et la réduction des risques. Bon, d'abord, merci Fabrice pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Donc, j'ai effectivement travaillé les 30 dernières années dans des laboratoires pharmaceutiques qui ont commercialisé des médicaments, on va dire, dans le domaine des addictions, en particulier au milieu des années 90, chez Schering-Plough qui a mis sur le marché le Subutex. Puis de 2000... Alors oui, il faut bien préciser ça. Donc Schering-Plough, qui était un grand laboratoire américain. Alors Schering-Plough, c'était un grand laboratoire américain qui effectivement a commercialisé le Subutex en Europe, mais ce n'était pas un médicament développé par Schering-Plough. Schering-Plough avait une licence concédée par le laboratoire Reckitt-Coleman, devenu Reckitt-Benckiser, qui avait fait le développement de la buprenorphine au dosage. Donc buprenorphine qui était un opioïde de synthèse. Qui était un opioïde de synthèse antalgique. Dont le nom était Temgesic, qui était commercialisé quasiment dans le monde entier. Dans le cadre de l'antidouleur. Dans le cadre du traitement antalgique, mais on sait, toi et moi, que... il était utilisé par des usagers qui se le faisaient prescrire par des médecins et qui, au début des années 90, en France en tout cas, certains avaient compris que ça allait soulager du manque. Les soulager, et puis avaient vite su qu'il y a un médicament à base de buprenorphine haut dosé qui allait arriver en 95-96, donc il s'était structuré pour démarrer des prises en charge intégrant la prescription de buprenorphine sous forme de Temgesic, ce qui obligeait les usagers à en prendre beaucoup. Je me souviens d'un pharmacien à Strasbourg que tu connais, Stéphane Robinet, qui délivrait du Temgesic à une quarantaine d'usagers. Et il avait un mur plein de Temgesic. Les gens repartaient avec 20, 30, 40 boîtes de Temgesic. Donc à chaque
t'imagines le stock de Temgesic qu'il y avait dans la pharmacie, c'était assez impressionnant. Ouais. C'était pour lui le médicament numéro 1 de la pharmacie, loin devant le Doliprane, qui est classiquement le médicament qu'on vend partout. Donc voilà, ensuite, en 2000, j'ai rejoint Bouchara, je me suis occupé de la méthadone pendant 15 ans. Alors Bouchara, donc ensuite, qui est alors, peut-être expliquer ça pour bien détailler. Donc, qui est le laboratoire qui était chargé de la diffusion de la méthadone, mais qui ne la fabriquait pas en France. Alors si, en fait, l'autorisation de mise sur le marché de la méthadone et le développement de la méthadone a été fait par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Voilà. Qui le commercialisait. On appelle l'HPHP. Ouais. Voilà, la PHP, qui le commercialisait pour ses services hospitaliers. Dont Fernand Vidal. Oui, alors c'était les fameuses 50 places. C'est les fameuses 50 places entre les années 70 et 94, où voilà, si on voulait de la méthadone en France, il fallait plutôt habiter Paris et se conformer à un protocole finalement assez strict de délivrance quotidienne, contrôlée, supervisée, d'analyse urinaire quasiment tous les jours. Enfin voilà, il fallait il fallait surtout avoir une place parce que. Alors il fallait avoir une place. Voilà. D'après ce que j'ai compris, il y avait y compris des services comme un Marmottan qui avaient le droit de prescrire et qui ne prescrivaient pas. Voilà. Il y avait, je crois, il y avait même un service à Marseille aussi, il y avait 4 services en fait qui avaient été qui devaient, comme sur le modèle des salles de consommation aujourd'hui, expérimenter la méthadone. Et il n'y en a que 2 qui sont effectivement rentrés dans le cadre de l'expérimentation. C'était Fernand Vidal. Alors Fernand Vidal et Sainte-Anne. Et effectivement, Marmottan et l'intersecteur de Marseille, qui avait aussi... le mandat pour le faire ne le faisait pas. Ne le faisait pas. Donc il fallait habiter à Paris, avoir une place, et les places étaient chères. Oui, puisque c'est dans un article que j'ai écrit pour Swaps, là où on a récapitulé un peu tout ce qu'avait fait la droite et la gauche par rapport à la réduction des risques et à la substitution. Et apparemment, quand Bernard Kouchner a laissé son poste en 92, il avait 50 places. Il avait 50 places de méthadone, sachant que la méthadone était prescrite depuis les années 70. Alors c'est-à-dire que il faut dissocier un peu ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire la loi de 70, Olivenstein dont tu as parlé, qui avait un peu une mainmise sur la formation de tous les intervenants en toxicomanie et qui prenait l'abstinence comme seule voie de guérison possible. Enfin voilà, tu connais le travail. Mais les gens qui nous écoutent ne connaissent pas nécessairement. Donc, Et ça a persisté pendant des années. Ça a formé des générations d'intervenants, de médecins, de psychologues, d'éducateurs, etc., qui étaient baignés dans l'abstinence comme la seule voie possible de guérison. Et ça a été en France des années 70 jusqu'en 95, alors que dans des pays très voisins, il n'y a pas besoin d'aller très loin, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Hollande, en Angleterre, évidemment, au Royaume-Uni, en Italie, il y avait la méthadone était le médicament qui était... on va dire le gold standard des médicaments de substitution. Oui, tout en reconnaissant que cette idée de sevrage et de cure et de post-cure était aussi le modèle dominant, notamment en Italie, en Espagne, en Belgique aussi. Oui, c'était plus nuancé. C'était probablement plus nuancé parce que il y avait moins cette emprise, alors je ne sais pas si c'est ça, de la psychanalyse ou de la fonction du produit, des théories qui sont peut-être bonnes par ailleurs, mais qui en l'occurrence étaient très peu compatibles avec la réduction des risques. Parce qu'en fait, ce qui a amené un accord global sur les médicaments de substitution, alors en France, pour leur avènement, et dans les pays dont on a parlé pour leur généralisation, c'est cette idée qu'en termes de réduction des risques, il y a quand même beaucoup moins de risques d'avoir l'hépatite C et le VIH quand on est sous méthadone que quand on achète de la drogue de rue. Voilà. C'est clairement la catastrophe du VIH là, qui a fait tout à fait. Événement pour changer. Ça, on en a parlé énormément, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler. La réduction des risques, en France, c'est l'irruption du VIH. Comme... dans de nombreux pays, même si, encore une fois, là aussi, la Hollande, par exemple, avait pu avoir des politiques
notamment de fourniture de matériel stérile, bien avant le VIH. Donc là, on était à Bouchara. On était sur la méthadone, donc commercialisé en France et uniquement en France par Bouchara, avec une licence de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui au début a fourni ses propres hôpitaux, les 2-3 centres expérimentaux, mais dès que dans le milieu des années 90, la substitution a conquis ses lettres de noblesse, ou en tout cas où il y a eu des programmes méthadone qui se sont ouverts à droite, à gauche, en province, etc. Il a fallu industrialiser ce dont n'était pas capable l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc ils ont cherché un premier partenaire industriel, ça a été Mayoli Spindler, qui l'a fait de 96 à 99. Et qui, en 99, la PHP a fait une nouvelle licence avec Bouchara. Alors, le laboratoire Bouchara, que les usagers connaissaient bien, par ailleurs. Bah, bien sûr. Alors, on peut parler, puisque c'est le thème de l'émission d'Argent de la drogue. Chez Bouchara, alors corps défendant, bien sûr, mais vendait des millions de boîtes de néocodion, qui étaient l'auto-substitution avant le milieu des années 90, avant l'arrivée du Subutex. Donc voilà, on connaît l'histoire. On la connaît. Maintenant, je pense que ça a vieilli. Donc, c'est plus une histoire forcément connue. Donc il y avait effectivement des pharmaciens qui délivraient. Alors normalement, c'était encadré. Ils ne devaient pas délivrer plus d'une boîte à chaque usager. Mais bon, les usagers avaient leur réseau de pharmaciens et ils allaient chercher une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. De néocodion. Qui est un codéiné, alors. C'est de la codéine. Et alors la codéine, sans rentrer dans la science, mais la codéine en tant que telle n'est pas une molécule active. Elle est active parce qu'elle est métabolisée par l'organisme chez tout le monde, plus ou moins bien, mais elle est métabolisée en morphine. Donc quelqu'un qui prend de la codéine prend de la morphine en fait. Alors, et c'était en vente libre. Et c'était en vente libre parce que la dose totale était inférieure à 35 mg, je ne sais plus exactement le dosage qui permettait une exemption de la prescription. Donc effectivement, une boîte c'était autorisé. Deux boîtes, ça l'était pas parce qu'on franchissait la dose, mais bon, voilà. Et après, c'est aussi dans ce contexte de France sans médicaments de substitution. Alors, c'est ça. Que le succès du. Parce que, est-ce que toi, par exemple, tu as connu l'incidence de l'ouverture de la substitution sur les ventes de néocodion? Oui, parce que quand on était quand j'étais chez Schering-Plough, en fait, notre indicateur. Parce que l'industrie pharmaceutique est friande de ce qu'on appelle des data, des données chiffrées qui permettent d'évaluer les marchés. Donc c'est classique dans l'industrie pharmaceutique, on utilise toutes les données possibles pour voir où sont les patients, etc. Et en France, il y a un dispositif qui s'appelle le GERS, donc où toutes les boîtes de médicaments qui sont vendues passent par ce groupement qui s'appelle le GERS, qui vend ces données aux laboratoires pharmaceutiques. Et donc, on savait exactement en France où il y avait beaucoup de néocodions qui se vendaient dans les pharmacies. D'accord. Et on pouvait à partir de là facilement suspecter la présence de nombreux usagers. Donc c'est il y a longtemps, mais mes souvenirs, c'est qu'il y avait des régions très très touchées. Alors ça dépendait aussi de l'ordre des pharmaciens, parce que il y a certaines régions où l'ordre des pharmaciens, c'est quelque chose comment dire, ça a plus de poids que l'ordre des médecins. Oui, c'est-à-dire que les pharmaciens respectent la parole du président de l'ordre régional. Et puis ils ont une possibilité de sanction aussi. On en parlera après. Ça. Il y a certaines régions où l'ordre des pharmaciens déconseillait la délivrance de néocodion. Donc du coup, on ne savait pas s'il n'y avait pas beaucoup de néocodion, si c'était parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'usagers, ou si c'était parce que la position après, il y a eu, je crois, plusieurs tentatives de vouloir retirer le néocodion de la vente libre qui ont toutes échoué. Alors oui, il y a même... aussi, je pense, avec les pouvoirs publics qui n'étaient pas nécessairement...
friand de l'idée d'avoir des usagers en manque lâchés dans les villes. Oui. Alors, donc j'ai eu la période Subutex de 95 à 2000. Quand je suis rentré chez Bouchara, j'avais l'histoire du néocodion, mais que j'avais vu de l'extérieur, de Sharing Plow, où on regardait les ventes de néocodion. Quand je suis arrivé chez Bouchara pour m'occuper de la méthadone, et il y avait ce néocodion, j'en ai su un peu plus. Et j'ai su que pendant des années, régulièrement, il y avait un directeur des affaires extérieures de Bouchara qui allait au ministère, à la DGS, et qui discutait du retrait. C'est-à-dire de dire qui était même, parce que voilà, c'était un laboratoire Bouchara, c'était pas un laboratoire. Pas envie d'être le laboratoire des drogués. Voilà. Et donc il disait au ministre de la Santé ou à ses représentants, si vous voulez, on retire ça. Mais à chaque fois en face, on disait non, parce que si c'est pas ça, ce sera autre chose. Ils vont casser les pharmacies, déjà ils ont cassé beaucoup. Voilà, et puis ils vont prendre de l'efferalgan codéiné qui était en vente libre, et donc se posera le problème du paracétamol. Donc c'est un mal nécessaire. Le néocodion a été un mal nécessaire mais qui effectivement a préparé un peu aussi les esprits quelque part à la substitution, parce que les pharmaciens qui sont toujours aux première ligne. Eux, pour eux, la substitution a posé beaucoup moins de problèmes qu'aux médecins, parce que le pharmacien, il délivrait du néocodion. Donc, quand le Subutex est arrivé, ils ont trouvé ça plus cool finalement. Ils trouvaient ça plus adapté. Et enfin, il y avait un médecin qui rentrait dans le jeu. Oui, c'est ça. Ils étaient en tête-à-tête avec l'usager et ils ne savaient pas toujours comment faire. Donc, voilà, ça a posé beaucoup moins de problèmes aux pharmaciens. C'est arrivé du Subutex. Alors, je sais que c'est un débat. Oui, il y a toujours des soucis, il y a toujours des problèmes. Il y a des pharmaciens qui ne délivrent pas, etc. Mais moi qui ai observé quand même de ma place ce qui se passait. Globalement, les pharmaciens ont fait le job. Alors, on trouvera toujours des endroits où il y a des petites pharmacies, alors comme un peu la région parisienne, où il y a une ou deux personnes. Nous, on a fait des tests qui n'étaient pas très concluants, et je pense maintenant, l'ordre des pharmaciens reconnaissent qu'il y a des progrès à faire, disons. Oui, mais globalement, il y a plus de pharmaciens en pourcentage de pharmaciens qui délivrent des traitements de substitution est nettement plus important que les médecins. Le pourcentage de médecins qui en prescrivent, le médecin généraliste. C'est-à-dire que le médecin généraliste, il a la possibilité de dire à un usager qui vient pour une ordonnance de Subutex, dire moi je fais pas ça, donc l'usager il s'en va, il saura trouver un médecin qui va prescrire, alors que le pharmacien, lui, il reçoit un usager, qui n'est plus tout à fait un usager, c'est un patient qui a une ordonnance signée par un médecin. S'il ne délivre pas... encore une fois, nous, on a vu que c'est le scandale étant que ce soit possible. Mais bon, je sais que ça a été ton cheval de bataille. Ça l'est toujours, parce qu'on a toujours des... Et puis, en plus, l'ordre des pharmaciens, en ce moment, avec Karine Pensiot, que tu connais, ils sont en train d'éditer une brochure qui valide en fait le fait qu'il y a un problème, parce que en réexpliquant qu'il y a une obligation de délivrer ces traitements, et puis surtout qu'il est illégal, par exemple, de mettre dans sa pharmacie, ici on ne délivre pas, bien sûr, ce qui est pour le coup un cas exceptionnel, mais le fait que ce soit possible, mais ça me renvoie à toute cette époque où de toute façon, quand les traitements de substitution se sont mis en place, quand la réduction des risques s'est mise en place, il a fallu éduquer une partie du corps médical qui était complètement exclue finalement de la question des toxicomanies. Tu disais que c'était beaucoup la psychanalyse, c'était beaucoup les travailleurs sociaux qui étaient chargés, on va dire, du sujet. Et même pour la délivrance de seringues, donc il a fallu changer la loi avec le décret Barzac, qui a permis, puisque les seringues étaient interdites de délivrance aux usagers en pratique depuis 1972. Et toi, comme tu étais chez Sharing, au tout début, donc quand ils ont été chargés donc donc ils ont obtenu cette AMM, cette autorisation de mise sur le marché du Subutex. Est-ce que les pouvoirs publics ont fait le job ou ils ont filé ce job au laboratoire de former les médecins ? Je rebondis sur le premier mot, c'est la formation des médecins. Donc moi, j'ai toujours considéré, mais c'est une position personnelle qu'on ne retrouve pas forcément dans l'industrie pharmaceutique, que l'industrie pharmaceutique ne doit pas former les médecins.
Les médecins doivent se former par des organismes de préférence indépendants, ça existe, Formadep, en lisant des revues indépendantes comme Prescrire, en suivant des enseignements post-universitaires qui ont lieu un peu partout. L'industrie pharmaceutique, elle a pour rôle, moi j'ai toujours travaillé en tout cas dans cet esprit-là, d'informer les médecins des conditions de prescription, du rapport bénéfice-risque, des conditions optimales d'efficacité, de sécurité, sur la base de données dont pour on se forger dispose. leur propre jugement. Alors pour se forger, comment dire, c'est l'amélioration du bon usage en fait, pour se former à utiliser au mieux le médicament. Donc, pas en tout cas pour convaincre, parce que ça, je n'ai jamais vu, pour convaincre un médecin, alors, il y a 90% de médecins généralistes qui prescrivent jamais de médicaments de substitution, on peut leur envoyer des bataillons de délégués médicaux qui vont leur montrer l'AMM, le dossier d'AMM, les études cliniques faites aux États-Unis qui ont montré qu'un usager sous méthadone ou sous Subutex s'injecte moins. Un médecin qui décide dans sa pratique de ne pas faire de la substitution opiacée, de ne pas avant tout recevoir des usagers de drogue pour des raisons qui lui appartiennent. Oui, qui lui appartiennent, mais qui sont peut-être, enfin, sur lesquelles tu as peut-être une idée. Oui, globalement. Alors, j'ai une idée. C'est-à-dire, je pense que... alors, il y a d'abord tous les médecins qui considèrent que c'est des patients avec lesquels ils ne peuvent rien faire, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont déjà essayé, ils les ont sevrés, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont fait plusieurs choses, ils ont fait des tentatives de sevrage, ils n'ont pas réussi à le faire et donc ils ont... L'idée que c'est toujours il reste dans la drogue, en gros, c'est ça. Oui, et que que de toute façon, c'est peine perdue, que de toute façon... La substitution, ça reste la drogue. Voilà, et puis, et puis surtout que ça ne marche pas, que les toxicomanes, de toute façon, ils rechutent sans arrêt, qu'ils n'ont pas de volonté, ils ne font pas d'efforts, et puis finalement, ils n'ont toujours pas de boulot, ils viennent toujours avec leurs copains devant la pharmacie, devant le cabinet, avec des chiens, tout ça. Ce qui est contredit par les chiffres. Alors, ce qui est contredit par les chiffres, mais je pense qu'on a du mal, en tout cas en tant que laboratoire pharmaceutique, lutter contre les représentations que peuvent avoir le corps médical, que peut avoir le corps médical de ce que c'est qu'un toxicomane, un usager de drogue, un drogué, etc. C'est juste... Pourtant, on les présente comme des gens rationnels, friands de data, dont tu parles. Tu parles des médecins, là. Oui. Ah non, les médecins, non, ils ne sont pas friands de data. Et ils ne sont pas friands de data. Non, non. Et en fait, nous, ce qu'on a fait chez Ring, quand on a lancé le Subutex, on est allé voir d'abord les médecins qui travaillaient en milieu spécialisé, ceux qui allaient au contact, qui prescrivaient peut-être déjà un peu de méthadone ou qui attendaient le Subutex. Voilà, il y avait un mélange de tout. Et on allait voir les médecins généralistes, les premiers médecins généralistes prescripteurs de Temgesic qui étaient les voyous et qui sont devenus en 96 les précurseurs. Oui. Alors tu as le docteur Carpentier, par exemple, il est disparu, mais qui était effectivement un rebelle. Voilà, c'était des gens qu'on montrait du doigt, les dealers en blouse blanche. Oui, c'est ça. Oui, c'est le terme. Voilà, les centres de soins les montraient du doigt. Regardez, ces médecins, ils prescrivent du Temgesic. Et puis en 80... qui étaient poursuivis par l'ordre des médecins. Parfois poursuivis. Dans le cas de Carpentier. Voilà. Oui, il y a des gens qui ont, je crois, dû dévisser leurs plaques. Après, il y en a d'autres. Moi, j'ai bien connu ce qui s'est passé en Alsace. Donc, il y a des gens qui se sont vite constitués en réseau, qui ont un peu officialisé le fait qu'ils travaillaient en réseau avec des pharmaciens. Il y avait le Repsud, il y avait Espace MG à Strasbourg. Donc ces réseaux protégeaient un peu les médecins parce que ça montrait, notamment à l'époque, c'était les DAS qui observaient ça. Ça montrait que les gens ne faisaient pas n'importe quoi et qu'ils étaient dans une logique de soins, de collaboration, médecins, pharmaciens. Mais globalement, tu dis effectivement les DAS, les pouvoirs publics ont protégé ces médecins, mais est-ce qu'il y a eu des campagnes impulsées par les pouvoirs publics
Non. Jamais. Non, on a. Alors, je ne sais pas si les pouvoirs publics ont compté sur l'industrie pharmaceutique, parce que c'était une partie de ta question. C'est un peu de ma question, ouais. Pour former les médecins. Alors, à mon avis, c'eût été un mauvais pari s'il l'avait fait, parce que nous, on était plutôt là pour informer du meilleur usage possible du médicament. Mais dans les faits, quand même, il y a eu des formations. Oui, alors après, il y a eu des formations. Effectivement, on a été sollicité par des organismes de formation continue. On a organisé des réunions où il y avait un médecin qui savait faire, qui venait présenter à des médecins et à des pharmaciens qui ne savaient pas faire comment faire, comment recevoir un usager, comment prescrire du Subutex. L'expérience un peu caricaturale, je vais forcer le trait que j'ai de ces réunions, c'est qu'en fait, il y avait des fois beaucoup de monde. Hein. Moi, je me souviens de réunions, l'industrie pharmaceutique, quand elle fait une réunion avec des médecins, quand il y a 5-10 médecins, elle est contente. On ouvre le champagne. Là, des fois, il y avait 100 médecins dans la salle. Ah oui, donc ça intéressait. Parce que cette arrivée du Subutex avait été présentée au journal de 20 heures par PPD. Enfin, il se passait quand même quelque chose. Et il y a des gens qui voulaient savoir. Et puis, à contrario de ce que tu disais aussi, peut-être pour certains médecins, ils disaient enfin, on a un médicament qui permet d'intervenir. Oui. Et ce qui s'est passé souvent, encore une fois, c'est caricatural, mais moi, je me souviens de réunions où il y avait un Patrick Delasselle, un William Lovenstein, un Jean-François Aubertin, qui étaient là, qui présentaient ce qu'ils faisaient avec le Subutex, ce qu'ils avaient déjà fait avec le TMG6, à des médecins souvent ébahis, admiratifs, et en même temps qui, au cours de cette soirée, avaient identifié le médecin chez qui il fallait envoyer les usagers. Ah ouais, d'accord. Et ça, alors je me souviens l'avoir dit, notamment au regretté Jean-François Aubertin, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Je me souviens d'une réunion dans l'Est, là, où il y avait 2 médecins à côté de moi que je connaissais. Et Jean-François Aubertin, c'était un médecin précurseur. C'était un des grands médecins précurseurs historiques. Et je me souviens de 2 médecins que je connaissais par ailleurs, parce que je suis de la région, qui me disaient il est vraiment bien Jean-François Aubertin, maintenant on saura où envoyer les patients, quoi. Et je pense que ces réunions, elles ont pour effectivement les médecins qui disent c'est génial, maintenant il y a des traitements, parce qu'ils sont pas tous méchants, en fait. Mais tout à coup ils identifiaient, alors si en plus il y avait un pharmacien qui était là, comme Stéphane Robinet, qui allait jouer aussi le même rôle. On avait créé un réseau, mais c'était pas un réseau général. C'était pas un réseau qui visait à répartir les patients vers tout le monde, mais à les faire converger vers des têtes de pont. Et finalement, à enquister. Voilà. Alors nous, c'est ce qu'on dénonce d'ailleurs dans le cas des pharmacies. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le coup, les pharmacies délivrantes, il y en a un certain nombre, et effectivement, elles jouent ce rôle-là. Mais après... comme toujours, on peut partir aussi un petit peu du point de vue inverse. Ça permet de rebondir aussi sur la question commerciale. C'est de se dire que, au départ, Schering envisageait, je crois, une dizaine de milliers de patients sur des projections. Alors, je ne sais pas comment il les faisait. Et j'ai cru comprendre par des conversations avec Olivier Mariotte, notamment, que tu connais, qui était à l'époque qui avait un poste important directeur des affaires extérieures, directeur des affaires extérieures qu'on a reçu ici. Donc il s'était projeté sur 10 000 patients à échéance de 5 ou 10 ans, et à l'échéance au début des années 2000, avec une AMM qui date de 95, ils étaient à 100 000 patients, et puis au début des années 2005, ils étaient à 120 000 patients. Et voilà, je crois qu'ils sont aux alentours de 130, 140 000 patients. Alors évidemment, la courbe n'est plus exponentielle, mais ils se sont trouvés devant une espèce de vertige commercial en termes de profit, pour le coup. Et ça, quel impact, pour le temps où tu étais chez eux, ça a pu avoir dans la manière de concevoir ce médicament et de concevoir l'avenir, tout simplement, de la substitution. Alors effectivement, c'est en tout cas le souvenir que j'en ai et ce que j'avais pu capter à l'époque, effectivement, personne ne s'attendait au succès qu'a été le succès de Subutex. Ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que la France était
un pays anti-médicaments de substitution, c'était le pays du sevrage. Et donc, personne n'imaginait, dans ses rêves les plus fous, y compris de financiers à Wall Street, qu'il y aurait en quelques mois près de 100 000 patients sous Subutex. Et effectivement, tout le monde tablait plutôt sur 10 ou 15 000. La deuxième raison, c'est qu'on n'avait pas d'antécédents. Parce que c'était le premier, il faut se rappeler que la France a été le premier pays qui a mis sur le marché le Subutex comme médicament. La buprenorphine comme voilà. Molécule de référence pour la substitution. Voilà. Et donc, on n'avait pas, de benchmark, ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire on n'avait pas de situation comme il y en a sur d'autres médicaments. En Allemagne, un an avant, on lance un médicament, on observe qu'avec une population à peu près la même, il faut X mois pour avoir 100 000 patients. On n'avait pas de benchmark. L'ambiance générale était quand même plutôt au sevrage qu'à la substitution. Donc, l'entreprise était partie sur, on va dire, sur des objectifs modestes, effectivement, de quelques milliers de patients. Enfin, au départ, on était chez Schering, on était une dizaine dans cette unité qui allait s'occuper du Subutex. Ça a été très vite doublé, puis triplé. Voilà, donc la petite entreprise... la petite start-up, l'addicto-start-up. Quelque chose de très important. Je me rappelle d'un chiffre qui était le troisième médicament remboursé en Île-de-France fin des années 90. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors peut-être pas en montant, mais en nombre d'unités. C'est possible. Et avec aussi un cadre de prescription qui était le plus libéral, un des plus libéraux du monde. Oui, c'est le paradoxe de cette histoire française de la substitution, c'est-à-dire qu'on était anti-substitution. La méthadone, qui était déjà là, mais y compris dans le milieu spécialisé, elle n'était pas tellement à la mode, on va dire. Elle avait une mauvaise réputation. Voilà, elle avait une mauvaise réputation. Il y avait des histoires de places, c'est-à-dire que les centres obtenaient des budgets pour, disait-il, 5 places, 10 places. Oui, c'est ça, c'était un truc un peu absurde de place méthadone au lieu de parler de traitement ou de patient. Donc c'était contingenté. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, tous les intervenants en milieu spécialisé étaient plutôt anti-substitution. Donc quand on en donnait, c'était plus pour maintenir une file active dans son centre, enfin dans certains endroits. Après, il y avait des endroits beaucoup plus proactifs, mais voilà. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de turnover. Mais quand le Subutex est arrivé, effectivement, ça a un petit peu chamboulé tout, parce que tout à coup, la France, finalement, c'est devenu un pays où en quelques heures, on pouvait avoir 28 jours de traitement, ce qui était à délivrer en une seule fois. Voilà, ce qui était complètement impensable dans d'autres pays. Et même quelques années après, enfin, je me souviens quand je bossais chez Bouchara et que je m'occupais de la méthadone, je me souviens sur un congrès international être assis à côté d'un Suédois et qui me demandait comment ça se passait la méthadone en France après qu'on ait changé nos identités. Et je lui ai dit les usagers peuvent avoir 14 jours à l'époque, peut-être pas toujours 28 jours mais 14 ou voire 28 jours, mais il était mais vous n'avez pas de mort, des overdoses. Je lui ai dit non, pas plus que chez vous où c'est strictement contingenté. Voilà, c'était et donc le modèle français en ça est effectivement c'est-à-dire que tout à coup on a, et alors bon, c'est pas hasard, je pense, si le Subutex est arrivé en France, c'est aussi à cause de l'histoire de la méthadone ou grâce à l'histoire de la méthadone, selon l'endroit d'où on se place. Parce que je pense que les pouvoirs publics avaient pris le virage de la substitution, avaient déjà permis aux centres de faire de la méthadone. On va dire que ceux-ci, globalement, ne se sont pas emparés du truc, en tout cas pas en nombre suffisant, et probablement qu'à un moment donné, les pouvoirs publics se sont dit il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il y avait un laboratoire anglo-américain qui développait cette buprenorphine au dosage, qui avait cette réputation de risque d'overdose moindre, voire nul. Donc ça a été une aubaine. On s'est dit, bon, le milieu spécialisé veut pas faire, ou en tout cas pas assez vite, ou pas assez partout en France. Donc on va donner ça aux médecins généralistes
qui sauront s'en emparer, comme ils savent s'emparer de nouveaux médicaments qui arrivent. En tout cas, ils savaient qu'il y avait déjà des médecins généralistes qui étaient prêts à le faire. Oui, qu'ils le faisaient déjà, voilà, et qu'ils le faisaient aussi avec le sulfate de morphine. Avec le sulfate de morphine, bien sûr. Ce qui est toujours d'ailleurs une pratique tolérée, mais bon, marginale. Ouais. Et donc, oui, donc une pratique de généraliste dans un cadre de santé commune, générale, presque banale, où, en gros, on sortirait du secteur spécialisé. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, quand on analyse les choses un peu politiquement, je parlais de Bernard Kouchner, ensuite, la grande dame de la substitution, c'est Simone Veil, quand même. Oui. Puisque l'AMM du Subutex, c'est grâce à Simone Veil aussi, c'est 1995. Et en fait, ce qu'ont fait les pouvoirs publics, si je résume ce qu'on vient de dire, c'est de se reporter vers leurs interlocuteurs traditionnels, qui étaient le secteur spécialisé, des intervenants en toxicomanie, en leur proposant de prendre en charge des usagers avec la méthadone. Donc, grâce à Simone Veil, on passe des 50 places de Kouchner à 7000 places au milieu des années 90. Donc, quand elle quitte les affaires, oui, donc 97, 7000 places. Mais en fait, le blocage, il venait bien du fait que ces gens à qui on a demandé de faire de la méthadone étaient les gens qui avaient été formés, tous, dans l'idée que c'est le sevrage qui faisait qui était le succès en tout cas qui était le b.a.-ba de la sortie des problèmes de toxicomanie. Donc alors, pas tous, mais une oui, grande enfin, partie. En tout cas, ils ont été formés comme ça, alors que certains, et par eux-mêmes changé, bien sûr, notamment Alain Morel, pour ne pas le citer, qui a publiquement expliqué comment ils avaient changé de paradigme. Mais on l'évoquait avec Olivier Mariotte. Je me souviens, moi, en tant que représentant d'ASU, d'avoir assisté encore en 97 à une conférence de consensus sur le sevrage. Oui, qui était encore représenté comme étant quand même le modèle, on va dire, normal de sortie de la toxicomanie. Donc ça, c'est pour effectivement les prémices de Subutex, et ce qui est quand même... encore une fois, considéré comme un succès, qui a été un succès en termes de santé publique, mais aussi un succès en termes commercial. Alors en termes commercial, oui, puisque le chiffre d'affaires devait avoisiner les 100 millions d'euros à peu près. Voilà. Quand on est arrivé au palier des 100 000... qui n'a plus beaucoup bougé après, faut le dire. Après, effectivement, la méthadone a rattrapé. On va dire que les nouveaux patients allaient plus peut-être à la méthadone, ou en tout cas, il y avait des gens sous Subutex qui passaient sous méthadone, qui étaient remplacés par de nouveaux. Donc, effectivement, oui, c'est une centaine de millions d'euros. Pour un médicament dont le développement n'a pas, enfin c'est pas un médicament développé ex nihilo de rien du tout, c'est pas une molécule qui a été découverte dans un laboratoire de recherche après 10 années de... c'est molécule, avec un investissement minime, quoi, c'est ça. C'est une molécule qui existait déjà, qui était détournée par les usagers et dont on s'est dit... Alors, c'est aussi l'histoire de la méthadone. On pense toujours que la méthadone est sortie, mais la méthadone, c'était d'abord un antalgique. Et quand Doll et Niswander, dans les années 60, commencent à utiliser la méthadone comme médicament de substitution, à New York, dans le milieu des jazzman noirs new-yorkais, qui étaient les premiers touchés par la vague de l'héroïne. Donc, en fait, ils ont simplement observé qu'il y a des types qui se faisaient prescrire de la dolofine, donc de la méthadone. Donc le nom du nom allemand. Alors non, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais je sais, j'en profite pour rétablir le truc. Dolofine au sens dolor. Voilà, mais effectivement, c'est quand même un laboratoire allemand qui l'a synthétisé en premier. Autriche, non, c'est des chercheurs, c'est des chercheurs autrichiens. Alors, Marx bon, d'accord. Et il y a une légende. Après, il y a une légende urbaine. Il y a la légende urbaine, l'urban légende qui veut que ce soit Adolf Hitler. Oui, donc Dolofine, voilà. Bon, ça, c'était la légende bien entretenue par les anti-substitutions de l'époque, parce que du coup, ça diabolisait complètement la méthadone. L'idée que ce soit la drogue des nazis qu'on allait donner à nos pauvres toxicos. Mais dans le discours
du contrôle social, le fameux discours anti-méthadone développé dans les années Olivenstein, il y avait cette idée, alors peut-être pas nazie, mais en tout cas totalitaire. C'est-à-dire cette idée que, avec une prescription faite par l'État, donc en gros, les usagers seraient encartés. C'est ça. Et je me souviens même d'un intervenant qui me disait le jour où l'État veut se débarrasser de tous les toxicomanes, il n'aura plus qu'à prendre des listes et envoyer la police faire un coup de filet. Alors c'était le fantasme de la rafle du Veldiv. Voilà. Alors, oui, alors il y avait aussi à l'époque ce mouvement de l'antipsychiatrie, effectivement, de ces psychiatres qui voyaient une autre place pour les malades, les patients, les usagers, et surtout pas les faire rentrer dans le modèle prescription, donc prescription d'un stupéfiant, identification. Il y avait dans les centres de soins à l'époque la garantie de l'anonymat. Oui. C'est-à-dire qu'il n'était pas question, enfin on pouvait ne pas dire comment on s'appelait. Tout le monde vous n'êtes personne, voilà, vous êtes gratuit et anonyme. Tout le monde s'appelait Paul, Jean, et puis tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais qui correspondait au contexte de prohibition, en fait. Qui correspondait aussi, bien sûr, qui collait bien avec. Et effectivement, la prescription d'un stupéfiant, elle peut pas être anonyme. On peut pas dire, je vais donner un stupéfiant à monsieur Jean Chirac, voilà, qui ressemble en rien à... Et puis après, puis pour la buprenorphine, il y avait le problème de la Sécu aussi, c'est que les gens sont remboursés. Alors voilà, donc il leur faut un numéro de sécurité sociale. Alors il y a, alors un contrôle social après... à partir du moment où on a un médicament, il y a forcément une forme de contrôle social. Alors, bon, ça me fait penser à cette campagne qu'on avait menée chez Schering-Plough, avec laquelle, j'avoue, je n'étais pas forcément d'accord, mais tu vas voir, ça va faire écho. C'est une campagne à destination justement des gens pas très motivés pour s'occuper des usagers. C'était les toxicomanes. Alors déjà, utiliser le mot, c'était peut-être pas forcément de bonne facture. Des patients comme les autres. Il y avait cette idée que pour embringuer tout le monde dans l'histoire, en fait, il fallait dire aux médecins, non mais attendez, c'est des patients comme les autres, vous leur prescrivez un médicament et ça va mieux se passer, vous verrez. Et il y avait même une idée peut-être un peu plus creusée, c'est que si on traite les toxicomanes comme des patients comme les autres, ils se conduiront comme des patients comme les autres, quoi. Sauf que je me souviens que les data, en l'occurrence sociaux, y compris assez précoces, montraient qu'il y avait plutôt une majorité de gens insérés. Oui. Chez les gens qui fréquentaient les généralistes, je parle, qui étaient à la buprenorphine. Avec ce biais de recrutement qu'effectivement, on avait obtenu ces datas chez des généralistes plutôt formés, plutôt... Alors, je ne dis pas qu'ils traitaient la crème des usagers, mais voilà, qui traitaient peut-être les gens qui avaient déjà fait le parcours centre, etc., et qui effectivement avaient un boulot, vivaient en couple, par etc. définition, pour aller chez le médecin généraliste, c'est mieux. Il faut payer sa consultation. Voilà. C'est des biais de recrutement, c'est typique. Alors, on observe ça dans tous les domaines. Mais c'est quand même le gros des usagers substitués. Ça reste vrai aujourd'hui. Alors, oui, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, ça reste, c'est vrai quand on arrive à faire quand on arrive à capter une population. C'est sur cette population qu'on arrive à capter, on va avoir des critères comme ça d'employabilité, d'hébergement, etc. Bah oui. Je suis pas certain que dans la population qu'on n'arrive pas à capter, on ait les mêmes proportions. Je pense que déjà le fait que ce soit une population qu'on arrive à capter préempte le résultat en fait. Donc, mais après il y a le principe de réalité quand même. La CNAM par exemple qui rembourse les traitements, ils ont des chiffres. Bon, ces chiffres correspondent quand même à une demande parce que les gens... on va arriver au sujet qui m'intéresse là, et on va pouvoir parler par exemple de la gélule de méthadone. Ces traitements buprenorphine, ils correspondaient à une demande, on l'a établi. Clairement. Une demande de Temgesic qui s'est ensuite traduite en demande de Subutex.
Donc, cette réalité, elle était invisibilisée par le fait que ces traitements n'existaient pas, que cette offre n'existait pas. Quand cette offre a correspondu à la demande, on a eu une réalité de gens qui sont effectivement plutôt insérés. Après, ce que tu évoques, c'est plutôt une population marginale au sens social, mais qui est plutôt assez bien représentée dans les CARUD et les XAPA, justement parce qu'elle est plutôt visibilisée par sa précarité. C'est-à-dire qu'elle vient dans ces centres avec une autre demande qui est une demande de soutien social. Mais ça ne veut pas dire qu'elle serait plus nombreuse que celles qu'on peut déjà envisager. Oui, ça se croise probablement. Hein. Je pense qu'il y a des usagers précaires en fait, qui trouvent un médecin généraliste qui leur prescrit et qui en même temps fréquentent le CARUD pour avoir des seringues ou vont au XAPA parce que l'éducateur est sympa, qui va l'aider un peu et qui pense peut-être à une place méthadone. Enfin, encore une fois, je ne suis pas sûr que... Enfin, quand on a toutes les données des dispositifs Oppidum, etc., enfin, des données de l'agence du médicament, etc., on a toujours l'impression que les populations sont bien distinctes. Alors, il y a ceux qui prennent des médicaments, ceux qui n'en prennent pas, il y a ceux qui vont dans les XAPA, ceux qui vont dans les CARUD, ceux qui vont chez les médecins généralistes. Je pense que c'est beaucoup plus... oui, c'est plus mêlé. C'est beaucoup plus mêlé. Je crois qu'on est à 180 000 patients à l'heure actuelle, il me semble. Oui, c'est les 180 000 usagers de drogue opiacée estimés. Oui, c'est ça, estimés. Bon. Voilà. Dedans, on a toujours une grosse proportion de gens à la buprenorphine. Oui, à peu près 100 000. Bon, même si la méthadone a augmenté beaucoup avec justement la mise en place de la gélule, et ça, on va en parler. Ouais. Et ça reste, d'après les chiffres que j'ai entendus, moi, principalement des gens insérés qui ont un travail, qui ont un domicile, qui vont voir leur généraliste, y compris pour la méthadone en majorité. Donc cette figure-là, elle est bien sûr, elle est réelle. Oui, elle est réelle. Elle est réelle et elle est plutôt, elle contredit un peu ce dont on parlait tout à l'heure, les représentations sociales d'un pharmacien d'officine ou d'un médecin. J'ai été confronté à ça, des pharmaciens d'officine qui délivrent de la méthadone à 25 usagers et qui vont, quand toi t'y vas, te parler de celui qui est venu, les copains l'attendaient, ils partageaient le traitement une fois, il y a alors 5 que les ans, 24 autres, ceux qui vont très bien, ceux qui viennent chercher leur traitement, qui font la queue comme tout le monde, etc. Ils n'en parlent pas. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, puis nous, on a aussi le problème des pharmacies non délivrantes où en fait quand tu interroges les gens, ils t'expliquent qu'il y a eu une fois il y a 5 ans un usager qui s'est mal comporté et depuis on a dit on arrête les traitements. Mais donc parlons maintenant de cette période de Bouchara où justement comment t'es venue cette idée que la gélule pouvait être quelque chose qui était intéressante pour les usagers, en tout cas pouvait être une demande de la part des usagers d'avoir la méthadone en gélule qui était délivrée, il faut le rappeler, d'abord en sirop. Oui. Alors moi, quand je suis arrivé chez Bouchara, c'est quand effectivement Bouchara signait avec la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, pour exploiter l'AMM de la méthadone en France. Et donc, très vite, j'ai fait ce que je faisais déjà avant. J'ai rencontré les gens, les médecins, les usagers, les associations d'usagers, les représentants d'associations d'usagers, par exemple. Qui étaient d'ailleurs très contentes d'être rencontrées par le labo parce qu'elles étaient un peu ignorées au début. Ils pensaient qu'il fallait d'abord convaincre les médecins. Voilà. Et j'ai très vite compris, entendu que ce sirop de méthadone était porteur alors déjà de toute une histoire d'infantilisation, de prise supervisée, parce que c'était un sirop pour que ça ne s'injecte pas, c'était un sirop parce qu'effectivement les gens l'avalaient, il n'y avait pas possibilité, comme un comprimé, de le mettre sous la langue, etc. Donc il y avait derrière ce sirop, alors là du coup un contrôle, alors pas social là du coup, mais un contrôle médical qui mettait l'usager dans une situation, ou le patient comme on veut, mais en tout cas dans une situation d'être complètement infantilisé. Et je sentais bien aussi qu'il y
avait aussi des usagers qui n'allaient pas à la méthadone à cause de ça, en fait, clairement, parce qu'il y avait aussi l'idée que le sirop, les dents, voilà, qu'il y avait du sucre, les gens que ça faisait grossir. Une mauvaise hygiène dentaire après. Voilà, bon, disons qu'il y a... Et puis... Des représentations aussi, l'idée que oui, ça te faisait transpirer. Oui, voilà, alors que voilà, tous les opiacés peuvent pas transpirer. Voilà. Donc l'idée, c'était de casser un peu cette espèce d'image négative du sirop. Ça n'a pas été facile, hein, parce que il a fallu convaincre déjà en premier l'entreprise de faire un développement, même si c'était pas encore une fois une recherche complexe, mais faire un développement galénique, ça coûte toujours de l'argent. Il a fallu montrer à quel point ça pouvait être profitable. Et c'était en plus dans une période, en fait, quand Bouchara a repris la méthadone, enfin, il a pris la licence, c'était pour une période de 3 ans. Ah oui. Et entre-temps, dans cette période de 3 ans, Bouchara a été vendu à une boîte qui s'appelle Recordati. Donc c'est devenu Bouchara Recordati. Et ça, c'est survenu au milieu de la période. Et donc, il a fallu reconvaincre, alors cette fois des Italiens, Recordati, qui avaient acheté Bouchara pour lancer un traitement de l'hypertension, qu'il fallait aussi qui faire s'intéressait pas du tout à la méthadone. Qui s'intéressait pas du tout à la méthadone. Et donc, il a fallu les convaincre, ce que je crois avoir réussi à faire. Donc, on a inventé, modestement, je suis l'inventeur de la gélule de méthadone. Et donc, vous avez vu donc les ventes bondir à non, alors pour rétablir quand même la vérité, les ventes ont commencé. Alors, quand je suis arrivé chez Bouchara, c'était effectivement en 2000, il y avait 8000 patients. Il y avait absolument aucune information qui était donnée. 8000 patients sur 120 000 ou sur 140 000 en tout. Oui, c'est ça, voilà. Pratiquement rien. Pratiquement rien. Ouais. Donc, il a fallu convaincre, effectivement. Alors, certains centres, on n'a pas joué sur le nombre de patients, mais sur les posologies. Tu te souviens qu'à l'époque, les médecins étaient assez frileux, et tu as des médecins qui étaient ce qu'on appelle des leaders d'opinion, mais qui ne prescrivaient pas au-dessus de 40 mg. Oui, c'est ça, on disait 40 mg, c'est la dose. Voilà, et puis qui te disaient, ça marche pas la méthadone, parce que les gens continuent à prendre de l'héroïne, alors qu'on savait, via nos amis suisses d'Aiglon, qu'il y a des patients qui ont besoin de 60, 80, 100, 120, certains... Je me souviens même d'un prescripteur historique, qu'on ne nommera pas ici, qui me disait... Ouais, la méthadone, de toute façon, ça marche pas. Je le sais parce que ça fait 50 ans que j'en fais, ou ça fait, ça fait 40 ans que j'en fais. Bon, bref. Ok, je vois très bien. You see what I mean. Donc voilà, alors il a fallu d'abord commencer par ça, et en même temps, il y avait un travail. Alors, tu te souviens du rapport Kouchner sur l'accès à la méthadone. Donc, il y avait William Loewenstein, Alain Morel et Marie-Josée Eugé-Comont. Je crois qu'il y avait Jean-François Bloch-Lenné. Oui. Et tous les quatre avaient fait un rapport remis à Kouchner sur l'accès à la méthadone et préconisé, entre autres mesures, d'élargir la primo-prescription aux médecins hospitaliers. C'est-à-dire que jusqu'alors, la prescription était uniquement réservée à des médecins exerçant en CSST. Les fameux centres méthadone. Les centres de soins, les CSST, les centres d'accueil des toxicomanes. Et donc en 2002, je crois, c'est la suite de ce rapport, la prescription a été élargie aux médecins hospitaliers. Alors, enfin, soyons clairs, les médecins hospitaliers ne se sont pas rués dessus. Alors, quelques-uns, des services un peu qui faisaient de l'infectiologie, qui voyaient des patients VIH qui étaient aussi usagers. Oui, parce qu'eux aussi, les usagers de drogue ne les intéressaient pas plus que ça. Quoi. Oui. Bon, mais il y a eu quand même quelques endroits où il y avait des structures qui n'étaient pas des CSST, qu'on appelle XAPA maintenant, mais qui étaient des services qu'on appelle maintenant addictologie, qui ne s'appelait pas comme ça, mais où on s'occupait des usagers et où on attendait ça. Donc, il y a eu pas des services VIH d'ailleurs. Oui, alors des services VIH, des services de médecine, des services ou des services de psychiatrie parfois, qui faisaient déjà, qui s'occupaient de patients usagers de drogue. Et donc il y a quelques services qui s'en sont emparés. Ça a permis aussi aux médecins des prisons
de le faire, parce qu'avant, les médecins des prisons ne pouvaient pas le faire non plus. Il fallait qu'ils aient une convention avec un médecin d'un CSST, d'un centre méthadone, pour que le patient soit mis sous méthadone. Oui, d'ailleurs, à l'époque où il aurait fallu avoir de la substitution en prison, parce que là, maintenant, ça devient... Enfin bon, c'est un autre souci, mais là, c'est un autre sujet, mais c'est maintenant qu'on en parle beaucoup, là, alors qu'il y avait toute cette génération des héroïnomanes dans les années 90 qui auraient bien eu besoin de prescription et qui n'en avaient pas. C'est sûr. Donc, alors ça a créé probablement, enfin moi c'est comme ça que je l'analyse, et ça a créé en fait un choc auprès des médecins du milieu spécialisé, auprès de ces associations qui gèrent des centres méthadone, qui se sont dit « Ouh là là, on n'est plus les seuls prescripteurs voilà. Et que si on ne s'empare pas, ça a servi dans certaines structures, il y a celles qui avaient déjà pris le pas, mais dans certaines structures, ça a servi de détonateur. Il y a des gens qui se sont dit « Ouh là là, si on ne le fait pas, il y a le service du coin qui va le faire, donc il y aura les budgets. » Oui, parce que là aussi, il y a une affaire d'argent. Alors là, il y a une affaire d'argent. On parle de l'argent des labos. On peut parler aussi de l'argent du milieu associatif, dont c'est la vocation d'aller chercher de l'argent à l'État. Qui est soutenu par subvention. Et à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas le système XAPA-CARUD. Donc, on était encore dans des dotations qui étaient des dotations de la DAS, justement, ou de la région, qui étaient renouvelées d'année en année. Donc oui, il y a aussi, pour les centres, des affaires d'argent et des affaires de pouvoir. Oui. Alors clairement, moi je me souviens d'un échange avec un médecin de la DGS que tu as connu aussi, dont on ne citera pas le nom non plus, mais qui me disait, les centres, maintenant, s'ils ne font pas ce qu'il y a dans les textes, ce qu'il y avait dans les textes, c'était clairement qu'il fallait prescrire de la méthadone à des patients demandeurs sans les faire attendre 3 mois, qu'ils fassent le tour du pâté de maison 10 fois, etc. Et elle me disait clairement, si les gens ne le font pas, ils n'auront plus de subventions. Donc il y a des gens qui ont changé aussi leur avis, leur avis sur la substitution, parce que c'était aussi pour eux une question de vie, question de survie. Voilà, c'est ça. Et effectivement, ça devenait compliqué pour eux de demander des budgets, des machins, si en même temps ils avaient 10 patients depuis dans le département, 20 ans. Et donc on a incité les centres de soins, alors les pouvoirs publics. Nous aussi, quand chez Bouchara, on essayait de mettre en relation des médecins généralistes, les fameux médecins généralistes engagés avec les centres méthadone, pour qu'ils puissent envoyer leurs patients, notamment les injecteurs de buprenorphine, qui les mettaient sous méthadone, qui les repassaient, ou quand ils avaient des patients sous méthadone... Oui, parce qu'il faut préciser qu'ils auraient eu la possibilité, avant, de faire des relais en ville. Oui, cette possibilité, elle a toujours existé. La possibilité de relais, elle a toujours existé. Enfin, en tout cas, mais il ne le faisait pas. Il le faisait pas. Moi, quand je suis arrivé chez Bouchara en 2000, alors au poste où j'étais, voilà, on présente à la direction ces orientations, comment on va faire pour développer le médicament. Donc, mon orientation, c'était agir sur les relais. Parce qu'effectivement, on entendait tous ces centres qui disaient nous, on ne peut pas en prendre plus parce qu'on a déjà 20-30 patients sous méthadone et on peut pas les prendre. Donc pourquoi vous ne les envoyez pas en ville? Voilà, pour qu'il y ait des nouveaux, il fallait sortir ceux qui traînaient là dans les centres, auxquels il y avait des histoires d'amour entre des usagers et puis... la structure, là, le jour où on allait boire le café, on rencontrait la psychologue, on discutait avec l'éducateur, s'il y avait quelque part un confort en fait. Oui, mais ça aussi c'est des histoires de biais, parce que ça c'est les usagers que tu rencontrais qui étaient bien dans les centres, qui n'avaient pas envie. Mais nous, on avait à l'inverse des gens qui disaient mais moi je veux absolument de la méthadone. Il y avait les deux, comment je peux faire? Et du coup, heureusement, on avait un deal avec Médecins du Monde et Jean-Pierre Lhomme, le regretté Jean-Pierre Lhomme, qui à l'époque disait moi ça va, je peux l'accueillir en primo-prescription dans mon centre et en une semaine il sera transféré dans un médecin généraliste chez lui tranquillement. Et il y avait une vraie demande aussi de la part des usagers d'être dans l'anonymat et voilà, mais c'est toujours pareil, c'est une autre partie des usagers, c'est pas ceux qui sont... de toute façon, c'est que des biais de recrutement. Quand on est là, on a tous... C'est le syndrome du réverbère, comme on dit. On a tous les usagers, on s'exprime par rapport aux usagers qu'on a sous les yeux, et effectivement. Et alors, on parlait tout à l'heure de Jean Carpentier. Jean Carpentier disait de ces usagers qui
dont l'activité consiste principalement à aller chercher la méthadone au centre et boire le café, Jean Carpentier disait c'est le café le plus cher de Paris. Si on imputait les coûts de la structure, du personnel au café, voilà. Ça me fait penser à un aparté, mais bon, allons-y. Il y a aussi un truc que j'avais trouvé aberrant, c'est que les usagers qui étaient usagers de méthadone, qui habitaient dans des régions très excentrées, et qui n'avaient pas de véhicule, pouvaient se faire, comme ils étaient considérés un peu comme en longue maladie, pouvaient se faire réquisitionner un taxi entièrement payé par la sécurité sociale pour aller quelquefois à 60 km, aller-retour, t'imagines le chiffre, uniquement dans cette idée d'assistanat absolu de la méthadone qui ne pouvait être que prescrite dans un centre et pas par un médecin généraliste. Bon, fin de la parenthèse. Non, mais il y a plein. Je pense qu'il y avait. Enfin, moi, j'ai rencontré des psychiatres très sympas qui disaient mais là, je suis un patient depuis 25 ans, on a un lien très fort, on est content de venir, on discute de politique, etc. Alors, on se dit, ok, c'est probablement. C'est sympa. On n'a aucun doute sur la qualité de la relation psychothérapeutique entre les deux. Le café du commerce, c'est le plus cher de France. Alors là, on se dit oui. Alors là, on est effectivement des gens qui vont très bien. Dont, à mon avis, la place n'est pas dans des centres qui devraient quand même être des structures de recours plus que des structures de suivi au long cours. Quoi. Alors, si on en revient justement à cet intérêt de la gélule, justement, ça s'appuie... on parlait des flacons de méthadone. Par exemple, nous, on avait des milliers de courriers sur l'inconvénient qui était de trimballer ces flacons dès qu'on était un petit peu mobile, dès qu'il fallait voyager à l'étranger, dès qu'il fallait se déplacer en vacances, dès qu'on emmenait des sacs de flacons. Donc les gens étaient demandeurs d'un objet beaucoup plus discret. Et donc ça répond, ça correspond à cette idée qu'il y avait une demande qui n'était pas satisfaite. Alors donc il y a eu d'abord, la première étape, c'est de convaincre l'entreprise de faire le développement. Ensuite, il a fallu convaincre les pouvoirs publics de donner une AMM, un cadre de prescription, de faire rentrer la gélule de méthadone dans cette histoire de médicaments de substitution. Et ça fait partie des arguments. Alors, le premier des arguments, c'est dans le rapport Kouchner, remis à Kouchner, Morel, Loewenstein, Bloch-Lenné, Auger-Comont. Il y avait aussi, au-delà de la primo-prescription élargie, il y avait aussi l'idée qu'il fallait changer la forme galénique. Donc, on a aussi utilisé ce rapport. C'est revenu dans un rapport de la MILDK après, de la MILT à l'époque. Donc, effectivement, l'idée de changer l'image de la méthadone, parce que tout le monde était conscient qu'il fallait élargir l'accès à la méthadone. Donc l'idée, c'était que pour élargir cet accès, il fallait aussi changer l'image de la méthadone. Donc on était appuyé quelque part par les pouvoirs publics pour mettre sur le marché, développer la substitution ils voulaient en général, absolument, et en particulier la méthadone, puisque le Subutex avait fait le plein et il restait en fait ces problèmes d'accès à la méthadone. Après, il n'y avait pas aussi l'idée des trafics, parce qu'à un moment, il y a eu toute une parano sur le trafic de Subutex et l'injection de Subutex qui était censée poser un problème insurmontable. Est-ce que tu crois que ça a joué ou... Alors, ça a joué en tout cas. Nous, il a fallu en tout cas pour éviter de retomber. De toute façon, on le savait à cette époque, quand on a développé la gélule de méthadone, l'histoire de l'injection de buprenorphine, elle était déjà écrite, elle était déjà dans le marbre. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est faire une gélule non injectable. Soi-disant non injectable. Donc, en fait, on n'a pas inventé l'eau chaude, ni la poudre à canon. On a regardé ce que faisaient les Belges, qui avaient une gélule en préparation magistrale. Oui. Voilà, préparation magistrale, c'est-à-dire que c'est le pharmacien d'officine qui fabrique, il commande la matière première, il commande des gélules. Et les pharmaciens belges, donc moi j'en avais contacté quelques-uns, j'avais aussi contacté un type de l'université de Liège qui donnait un peu les formules idéales pour les préparations magistrales de méthadone. Donc il rajoutait à la méthadone, dans la gélule, un agent gélifiant, du carboxyméthylcellulose, donc voilà, qui rendait l'affaire, on va dire, compliquée.
compliqué. Même si dissuasif, quoi. Alors, bien sûr, on peut toujours tout injecter. On peut toujours tout injecter, mais là, il y avait quand même un risque de perte de produits, de manipulation, en fait, qui rendait pas le truc très sexy. Donc, quand on a inventé la formule, on a vu avec les galéniciens de chez nous et de la PHP, qui était co-inventeur. Voilà, on a mis un mélange de carboxyméthylcellulose, d'hydroxyméthylcellulose, enfin voilà, des agents gélifiants. Et donc ça a été l'élément rassurant pour notre agence du médicament qui voulait pas probablement réitérer l'expérience du Subutex, de la buprenorphine. Même si aujourd'hui on en parle beaucoup moins. Et puis, même si aujourd'hui on en parle beaucoup moins. Et puis tu n'as plus les syndromes de Popeye, là, c'est ce qu'on appelait les syndromes de Popeye, c'est-à-dire des gens qui ont des bras énormes, parce qu'on a diffusé des techniques de réduction des risques. Alors probablement que les filtres toupies, les nouveaux stérifiltres, tout ça a contribué. Et puis une forme d'éducation à l'injection, au risque lié à l'injection, qui permettent aujourd'hui de limiter les risques. Donc effectivement, voilà. Donc ça nous a permis, on va dire, de traverser les différentes étapes, c'est-à-dire l'agence, la HAS, mais quand même, cette idée que cette gélule, elle est détournée, machin, elle est restée quand même très longtemps présente. Et ça a été démenti par les faits. Et ça a été globalement démenti par les faits. Alors bon, on va pas être naïf. Il y a de la méthadone sirop au marché noir, il y a de la méthadone gélule au marché noir, il y a du Subutex. Mais jamais dans les proportions de ce qu'a été le Subutex. Jamais dans les proportions que n'a été le Subutex. Alors aussi parce que c'est souvent un traitement de seconde intention, la méthadone. Enfin, globalement en France, de par le système qu'on a décrit, c'est-à-dire le Subutex en ville, les médecins généralistes prescrivent, les patients, quand ils arrivent, les usagers, quand ils arrivent au centre méthadone et que le Subutex, la buprenorphine n'a pas convenu, et bien sûr il y en a, et bien ils arrivent dans un centre méthadone, on les met sous méthadone. C'est déjà des patients qui ont fait un parcours. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins... Moi, je pense qu'il y a le facteur injection qui est déterminant. C'est-à-dire que la buprenorphine, c'est une molécule qui s'injecte. Ah bah ça, on a déjà échangé là-dessus. Voilà, le médicament, même Temgesic, était injectable. Alors, le Temgesic, au départ, c'est un injectable qui a donc une biodisponibilité de 100% et qui était un excellent médicament utilisé à l'hôpital en analgésie post-opératoire, pour les gens qui ont des douleurs post-opératoires. Et puis, à un moment donné, le laboratoire a dit, tiens, on pourrait faire aussi une forme orale, sauf que on ne peut pas l'avaler, sinon c'est détruit. Donc, ils se sont dit, pour détourner... La voix, on s'est dit, il va se dissoudre sous la langue, il va être absorbé et aller dans le système sanguin, au niveau. Mais ça, au prix d'une perte de biodisponibilité de près de 80%. Il y a 80% du produit là-dedans. Là, on viendra après dans un troisième temps à la question. Et donc, donc, du coup, les gens, en l'injectant, ils avaient 100% de l'effet. Du coup, l'usager qui s'injecte la buprenorphine, en fait, il retourne aux sources c'est ça, de ce pourquoi il fait le médicament. Qui est faite pour s'injecter, en fait, qui n'est pas véritablement faite pour être mise sous la langue. Sous la langue, Et du coup, oui, moi je pense que la courbe, parce que maintenant la courbe apparemment elle décroît, mais elle décroît aussi parce que l'injection décroît globalement. Donc il y a moins de gens qui s'injectent et que les injecteurs qui restent peut-être sont plus sur justement les sulfates de morphine, alors pour le coup qui sont des opioïdes classiques, des agonistes absolus. Et donc, cette affaire là qui a agité quand même beaucoup tout le début des années 2000. Ça devient une affaire qui fait pchit, quoi. Y compris les grands trafics internationaux qu'il y a eu à un moment. Oui, avec la Norvège, avec l'île Maurice, la Finlande. La Finlande. Donc voilà, non, mais tout ça pour redire à quel point il y a aussi des affaires de panique morale dans ces affaires de substitution, des représentations terribles. Bien sûr. Et donc, qui suscitent, de la part de l'industrie pharmaceutique, des propositions, parce que là on est dans des choses qui étaient des demandes de la part des usagers. La gélule correspond à une demande de la part des usagers, on l'a dit, à cause de tous les inconvénients du sirop.
Et l'industrie pharmaceutique, elle, fait des contre-propositions d'elle-même qui vont plutôt dans le sens de ce qu'elle croit être la préoccupation des pouvoirs publics. Et là, on peut parler peut-être de l'affaire du Suboxone. Oui, alors l'association buprenorphine-naloxone vise à ce qu'effectivement, c'était l'idée de départ, qu'on n'allait pas pouvoir s'injecter ce fameux Suboxone parce que la naloxone allait rentrer en compétition avec la buprenorphine. Dans le alors, la naloxone étant un antagoniste des opiacés. Un effet inverse, en fait. C'est les choses qu'on t'injecte quand tu veux sortir d'une overdose. Voilà. Donc, l'idée, c'était que si l'usager s'injecte donc la molécule, le Subutex qui est censé se dissoudre sous la langue, donc qui était injecté, encore une fois, par une partie des usagers qui est restée très, très minoritaire, pour avoir cet effet majeur. Donc là, en ajoutant de l'analoxone, donc il s'injecterait en même temps l'analoxone. Voilà. Et donc l'analoxone bloquerait l'effet attendu par l'usager de substitution ou d'effet psychotrope. Voilà. Et donc, voire dans le pire des cas, provoquerait un syndrome de manque. Donc il y avait. Alors c'est un médicament, on va dire, de la pensée un peu américaine, un peu punitive. Oui, c'est ça. Attention, là, là, vous allez avoir l'effet. Voilà, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les abuse deterrent, c'est-à-dire qui dissuadent de l'abus. Donc, il y a effectivement, c'est une des solutions, c'est de mettre de l'analoxone dedans. L'autre solution, c'est de faire des comprimés qu'on n'arrive pas à mettre en poudre. La gélule de méthadone dont on parlait tout à l'heure avec un agent gélifiant, voilà, tout ça, c'est abuse deterrent. Oui, sauf que la gélule de méthadone, en aucun cas, cet agent gélifiant, il peut te rendre mal, te susciter un inconfort. Non. Là, vraiment, avec le Suboxone, il y avait cette idée de punition. Voilà. Donc, quelque chose qui a été dénoncé par les associations d'usagers, notamment par ACT UP, de manière très précoce, puisque le projet de Suboxone, ça date de l'époque Sharing Plug, donc début des années 2000. Donc, il y a eu des manifestations qu'on appelait des apps, d'ACT UP, notamment à la DGS, contre le projet Suboxone. Et ensuite, Sharing Plug qui a eu donc fait ses affaires jusque dans les années 2005, je crois, avec un bénéfice exceptionnel, a revendu le brevet à un autre laboratoire. Alors en fait, c'est Reckitt qui a repris son brevet. Ah, c'est ça. Voilà, Reckitt qui a repris son brevet. Alors, bon, toi, même si tu étais un peu loin de tout ça, comment tu as vu cette histoire de ton point de vue? Alors d'abord, je pense que tout ça, c'est aussi des histoires de laboratoires qui ont des filiales et puis où il y a un groupe à New York ou à Londres ou ailleurs ou à Milan qui prend des décisions. Donc clairement, le Suboxone ou la Suboxone plutôt, on devrait dire, c'est pas une création du PDG français de Sharing, content de ce qui se passe. Donc il faut se rappeler, c'est pour ça que le contexte international est toujours intéressant. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, Reckitt Benckiser, ce fameux Reckitt, voulait lancer son Subutex. Mais les autorités américaines, la FDA, s'y opposaient parce que, au vu de l'expérience française et de ce qu'on disait à l'époque, les 15 à 20% d'injecteurs ne voulaient surtout pas Subutex. Donc, très vite, la demande, c'était vous pourrez commercialiser chez nous, aux États-Unis, ici, de la buprenorphine comme médicament de substitution, mais vous nous proposez une solution où il n'y a pas de problème d'injection. Donc c'est fou parce que l'exemple français qui était une réussite internationale a servi de contre-exemple aux États-Unis. Oui, en tout cas, pour les Américains, c'était inimaginable de mettre sur le marché du Subutex. Donc le deal, ça a été, vous développez quelque chose d'abuse déterrent qui sera facile d'accès, et on vous met aussi le Subutex, où là, en cas de contrôle, effectivement, on peut... le résultat, c'est qu'effectivement, en France, il n'y a quasiment que du Subutex ou de la buprenorphine seule, avec les génériques et d'autres médicaments comme le Robupré. Et aux États-Unis, il n'y a quasiment que du Suboxone. Suboxone. Mais sachant qu'aux États-Unis, la grande majorité des gens sont substitués à la méthadone.
Je ne sais pas si c'est encore le cas. Ah ouais. Je pense qu'il y a dû avoir... Parce qu'il y avait une grosse alors, il y avait, oui, mais je pense que ça a dû quand même se rééquilibrer. Je me demande un peu à l'image de l'Australie, si c'est pas, oui, si peut-être ça s'est pas rééquilibré. Dû aussi à l'histoire de la crise des opioïdes aussi. Alors voilà, la crise des opioïdes, et puis aussi l'accessibilité, encore une fois, parce que la méthadone, dans certains États, c'est pas très libéral, l'accès à la méthadone. On pense toujours à la méthadone de Bob Newman à New York, de Schinderman à Chicago, qui prônait effectivement de la réduction des risques, un accès large à des posologies nécessaires aux patients. La réalité, c'est que dans des États, certains États du Sud, du Midwest, ceux qui en même temps là rétablissent l'avortement, sont voilà, très conservateurs. La réduction des risques reste la réduction des risques et l'accès à la méthadone, c'est compliqué. Mais quand tu parles du Suboxone aux États-Unis, ça me permet de préciser que par ailleurs, ils ont été condamné, alors là c'est plus Reckitt, mais c'est Indivior, donc l'actuel détenteur du brevet, dans le cadre de la crise des opioïdes, pour avoir menti, en tout cas dans leur campagne publicitaire, puisque là-bas il y a des campagnes publicitaires qui sont destinées aux patients, ce qu'on ne peut pas faire en France, sur le caractère non addictif du Suboxone. C'est-à-dire je crois même que le directeur a été condamné à 5 ans de prison, le directeur d'Indivior, et ils ont une grosse amende, puisque dans leur publicité, ils laisseraient entendre que le Suboxone ne serait pas addictif. Voilà, donc que ce serait un traitement contre l'addiction aux opiacés. Bon, on connaît l'histoire de Purdue Mundipharma qui a vendu de l'oxycodone avec un label FDA, donc il suffit de regarder la série Dopsic qui raconte ça très très bien, avec un label de la FDA précisant que le médicament n'était pas addictif. N'était pas addictif non plus, mais encore une fois, l'expérience a montré que... non, mais ça, effectivement, de Purdue, on connaît cette affaire, et c'est fait partie du grand scandale, mais que Indivior, finalement, est continué dans cette idée, et là on va revenir à la France, d'imposer un traitement qui finalement n'était pas une demande des usagers, alors qu'il y avait déjà un traitement qui existait, qui était accepté par les usagers. Ça laisse entendre quelque chose de cette volonté commerciale d'un laboratoire qui est régi normalement par des histoires de gains et qui devrait l'assumer, parce qu'effectivement on est dans une société capitaliste, donc quitte à lancer un traitement, autant que ça marche sur le plan commercial, mais qui dans le cadre de la substitution vient être percuté par d'autres considérations qui sont souvent des considérations quasiment morales. Et dans le cas du Suboxone, il y a eu donc cette volonté. Alors est-ce que tu crois qu'il y a eu à un moment une volonté de remplacer le Suboxone, le Subutex par le Suboxone? Alors, je pense que de bonne foi, un certain nombre d'acteurs de Reckitt à l'époque, de Indivior, étaient persuadés, avec l'avis aussi de médecins qui les entouraient, de médecins dont toi et moi connaissons les noms, des conseillers, qui ne sont pas les payeurs. Non, justement. Donc, clairement, je pense que les gens de l'époque pensaient que Suboxone pourrait remplacer le Subutex. Et en même temps, j'entendais ça, réduire les risques, c'est-à-dire qu'il y aurait moins d'injections, moins de trafic, moins de contamination, que le médicament perdrait effectivement de valeur du coup au marché noir. Et j'ai du mal à penser que chez Indivior, Reckitt à l'époque, les gens pensaient que c'était une connerie de mettre sur le marché ce médicament. Donc je pense que de bonne foi, encore une fois avec l'aide de leaders d'opinion, et des pouvoirs publics qui ont donné des AMM. La HAS qui a donné un avis de la commission de transparence. Je crois qu'il est la seule commission qui a donné un avis plutôt négatif.
et je pense que tu y participais, c'était le groupe T2RA. T2RA, oui. T2RA, enfin, qui s'appelait après, à la commission de substitution. Voilà, présidée par William Lowenstein. La commission TSO. La commission TSO, qui avait donné un avis négatif. Oui, justement, en s'appuyant sur cet argument que ce n'était pas une demande des usagers. Alors, on en revient sur à cette affaire. Mais c'était un avis qui n'avait pas de valeur, si ce n'est que peut-être qu'il y a des gens reconnus. Il y avait Béatrice Tamboul, il y avait Jean-Pierre Lhomme, il y avait Alain Morel. C'était des gens reconnus. Et il y a probablement des médecins prescripteurs qui n'ont pas suivi l'affaire Suboxone, qui ne sont pas passés de Subutex en Suboxone en disant il y a une commission TSO, c'est des gens qu'on connaît, qui nous parlent de drogue, de médicaments de substitution depuis 20 ans. Ils disent que c'est pas bien. Donc je pense pas que c'est pas bien, mais que ça n'a pas d'utilité. Voilà, que ça n'a pas d'utilité. Au sens où l'AMM le reconnaît, parce que pour avoir une AMM, il faut quand même que le médicament soit reconnu comme ayant une utilité supérieure à ce qui existe déjà. Non, en tout cas, ou d'améliorer au moins équivalente. Voilà, d'accord. Donc je pense que ça a été. D'abord, je pense que c'est un des premiers éléments qui a freiné un peu l'avènement de Suboxone, que tout le monde voyait un peu. Alors oui, parce que la réalité des choses, c'est que du coup, le médicament n'a pas marché du tout. Alors, en tout cas, il est resté à un niveau de vente, on va dire, plutôt très bas. Je ne sais pas si ça doit se situer autour de 4-5%. Peut-être 3 000 patients, 4 000 patients. C'est ça. Donc, concentrés sur, je crois, certains prescripteurs, en fait. Bah oui, donc ça a été rejeté. Ça a été rejeté par les plutôt, usagers. Plutôt mais massivement. C'est tout le problème de la substitution qui est vu comme un médicament. Et en général, les médicaments, pour qu'ils soient prescrits, il faut convaincre les prescripteurs. Pour tout un tas de pathologies, c'est rare que la demande vienne des patients, surtout dans des maladies compliquées où les patients ils ne demandent qu'à guérir, ils ne demandent qu'à arrêter de souffrir. Et donc, s'il a confiance dans son médecin, le médecin lui dit j'ai une molécule qui va vous guérir. Les patients, en général, ils valident. Alors que là, on avait une inversion des choses avec des patients qui arrivaient souvent avec un savoir sur la molécule supérieur à celui du médecin. Alors c'est quelque chose, j'ai dû convaincre plusieurs fois des gens qui étaient mes patrons que dans le domaine de l'addiction, en fait, ce qui change effectivement par rapport à un patient qui va chez un médecin, et il prend l'attention, on lui dit « oulala, vous êtes à 17,10, je vous prescris tel médicament ». Le patient ne discute pas, moi qui sois cardiologue lui-même, mais enfin... c'est ça. Et effectivement, dans le domaine de l'addiction, c'est une fusée à 2 étages. Et j'ai toujours dit, y compris quand je faisais de la formation de collaborateurs qui vont sur le terrain, dit attention, vous ne devez pas convaincre le médecin de prescrire votre médicament, quelles qu'en soient les raisons, bonnes ou mauvaises, mais surtout bonnes, mais vous devez le convaincre de convaincre son patient. C'est ça. Parce que c'est le patient qui prendra ou qui ne prendra pas. Ou qui ne prendra pas la décision finale d'accepter le médicament ou pas. Et j'ai eu aussi ces discussions quand j'étais chez Bouchara, où je m'occupais de la méthadone, où je voyais des gens d'autres laboratoires qui me disaient là on va faire ça, il faut qu'on développe ça. Et je leur disais attention, on peut faire... envoyer des médecins, je sais pas moi, à l'île Maurice, les pieds dans le sable. Oui, c'est ça, pendant 8 jours, tout frais payé. Voilà, c'est le patient qui va décider. Et dans l'addicto, c'est une des spécificités. Alors bon, tout ça, ça nous ramène encore une fois à l'argent des labos, qui gagne de l'argent ou pas. Alors, l'industrie gagne de l'argent, c'est sûr. Mais c'est très paradoxal, en fait. C'est à ça que je voulais arriver comme finalement presque conclusion, même si on va après parler des nouveaux traitements buprenorphine. C'est que ça devrait être l'enjeu principal. Et dans ces cas-là, les labos devraient être persuadés qu'ils ont tout intérêt à suivre cette demande des patients, qui est encore une fois établie comme étant le moteur des TSO. Le problème, c'est qu'ils n'en sont pas convaincus. Déjà, très souvent, je pense qu'ils ne connaissent pas le sujet. Et surtout, après, ils sont percutés par des considérations morales ou de contrôle sur le danger qu'est le détournement, qu'est le marché noir,
qui est l'injection, qui sont un peu des espèces de l'image du laboratoire obsessionnels. Et l'image du laboratoire. Alors j'ai eu une anecdote dans un des laboratoires que j'ai fréquenté en fait. Alors parce que c'était là clairement une demande des usagers, voire une demande de certains professionnels, voire une demande de certains pouvoirs publics dans certains pays, c'était de mettre sur le marché de l'héroïne. Oui. Le fameux diacétylmorphine, pour les programmes héroïne injectable. Et je me souviens avoir présenté à ma direction de l'époque un projet de rachat d'un médicament en Angleterre pour commercialiser en France. Alors, j'avais bien précisé dans mes slides en anglais de jamais mettre héroïne, de jamais mettre programme héroïne, oui, mais et de mettre diacétylmorphine, c'est beaucoup plus sérieux. Et on était en réunion, en visioconférence. J'étais là avec le responsable du développement qui était alors lui chaud bouillant pour lancer l'héroïne en France. J'avais convaincu mon directeur général qui me disait allez-y. À l'époque, voilà, ça marchait bien. C'était chez Recordati, on vendait de la méthadone. Tout le monde trouvait que finalement l'addicto. Oui, c'était bien, ça marchait bien. Ça marchait bien. Et à un moment donné, donc la famille Recordati qui était à l'autre bout en toute amitié, je raconte cette histoire, était à l'autre bout. À un moment, ils nous coupent le son et je les vois discuter entre eux et puis à chercher sur Google sur leur téléphone. En 2-3 minutes, ils ont repris le son. Ils disaient mais Thierry, this is heroin. Alors voilà, donc on avait préparé des slides avec alors c'est paradoxalement le médicament dont l'efficacité est le mieux établie en tant que médicament de substitution opiacée. Étude en double aveugle contre le méthadone à l'appui, c'est l'héroïne injectable. Puisque c'est la substitution parfaite. C'est la substitution idéale. Alors, encore une fois, pas pour tout le monde, mais pour un certain type de patient. Et on avait préparé, alors du coup, là, des éléments objectifs d'efficacité, etc. Mais ils n'écoutaient plus. Oui, héroïne, ils n'écoutaient plus. Quoi. Parce que, encore une fois, c'est la famille Recordati, une famille en Italie, les laboratoires, c'est détenu par des familles, la famille Chiesi, la famille Recordati, etc. Il n'y en a aucun qui voulait être la première, de la deuxième ou de la troisième génération, le laboratoire qui allait commercialiser. Encore que maintenant, quand ils ont vu le sort de la famille Sackler, et maintenant ils vont pouvoir voir qu'il y a pire que d'être la famille héroïne. Bref. Et voilà, mais j'ai réessayé cette histoire d'héroïne plus tard dans d'autres entreprises, et on sent bien que c'est pas possible. Et on sent bien aussi qu'il y a, comment dire, une espèce de frein d'intervenants toxicomaniques dont on parlait tout à l'heure, qui sont pro-réduction des risques, qui ont changé, qui ont adopté les traitements de substitution, qui ont participé à des commissions et qui disent « oui, en France, on n'est pas prêt ». Donc en fait, à force de dire qu'on n'est pas prêt, évidemment, on n'est jamais prêt. Je pense qu'aujourd'hui, pour en tout cas le diacétylmorphine, l'héroïne, il faut qu'un laboratoire présente un dossier à l'AMM. Ça obligera les gens à se mettre autour d'une table, à discuter, à faire des commissions ad hoc avec des gens qu'on connaît, qui participent. Oui, mais à sortir le dossier de l'indifférence finalement dans lequel il est, et de la non-connaissance, de l'ignorance dans lequel le public est de tout ça. Et tant qu'on dira non, en France, on n'est pas prêt, on n'avancera pas. Donc il faut... Et je pense que oui, alors là, il y a un rôle de l'industrie pharmaceutique. Il faut qu'il y ait un labo qui ait les bollocks, de présenter un dossier en disant voilà, nous on veut commercialiser ce produit qui par ailleurs a fait la preuve de son efficacité. Oui, je me rappelle, il y avait le docteur Goisset, je ne sais pas si tu te souviens, qui avait effectivement présenté exactement ces arguments-là, donc qui est disparu aujourd'hui, qui est mort d'un accident de moto. J'avais fait la tournée des programmes d'héroïne suisse avec lui, on avait présenté ça dans la Sud Journal, et il avait présenté exactement cette argumentation, ton argumentation, en disant que les études internationales sont toutes concordantes sur l'efficacité absolue de l'héroïne. Bon, on a été long, il faut peut-être conclure, mais sur cette histoire de Suboxone, on ne peut quand même ne pas mentionner une autre hypothèse, enfin, c'est pas seulement une hypothèse, c'est une piste sur le fait que ça a été mis sur le marché, c'était le fait que les génériques
commençait à se manifester en termes de perte de gains. Ça, c'est un petit peu complexe. Mais bon, les médicaments Princeps, c'est les médicaments qui viennent d'être mis sur le marché. Ils rapportent beaucoup plus d'argent. Ouais. Et théoriquement, ils sont vite rattrapés par les génériques. Voilà. Et donc là, Suboxone, alors quel aurait été l'intérêt Alors voilà, dans l'industrie, on appelle ça le life cycle management. C'est la gestion de la vie, du cycle de vie des médicaments. Et effectivement, quand un médicament, notamment s'il a du succès de diffusion et de rentabilité, attire la convoitise de laboratoires qui sont des génériqueurs et qui font des copies de bonne qualité, il n'y a pas à dire, et qui commercialisent ça moins cher, avec une politique là aussi permise, autorisée, incitée par les pouvoirs publics, parce de que dire ça coûte moins cher en à la sécurité sociale. Donc, les génériques. Alors probablement, je serais incapable de dire si Indivior, Reckitt, Indivior, et développer le Suboxone pour faire du life cycle management, c'est-à-dire pour améliorer la durée vie, du Princeps, la durée de vie du Princeps et des revenus, ou si c'était parce qu'ils pensaient vraiment que cette association, en tout cas, c'est clair. Plus safe. Voilà, c'est clair que ça arrive souvent, que des médicaments arrivent sur le marché, on rajoute un principe actif au premier. Pour que les génériques, en fait, ne soient pas... on dit, ah oui, non, mais presque pas générique, parce que maintenant, il y a un nouveau médicament. Avec un truc en plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, bon, si les gens qui verront cette vidéo veulent se faire une idée, je leur conseille de taper « Autorité de la concurrence » sur Internet et de rajouter Subutex, et ils tomberont sur les résultats du jugement qui a été rendu par cette autorité de la concurrence, qui avait été saisie par les génériqueurs, sur le fait que Subutex, enfin le laboratoire Schering-Plough à l'époque, s'était lancé dans une politique d'entorse à la concurrence, de monopole de fait, et qui déjà détaille déjà tout le bénéfice financier rapporté par la substitution, ce qui en soi est absolument pas un défaut, je veux dire au contraire, c'est la dynamique du système qui veut ça, et surtout sur cette obsession de retrouver des marges, et qui serait beaucoup plus simple s'il restait, encore une fois, en adéquation avec ce principe qui est celui de la demande des patients. Quand il y a une demande des patients, il y a un intérêt commercial. Et là, encore une fois, la demande des patients, elle n'était pas non plus sur le générique. Donc, en fait, les efforts qu'ont fait les laboratoires pour défendre le Subutex et surtout pour développer Suboxone, ils auraient pu le faire aussi en faisant ce qu'ont fait les génériqueurs, c'est-à-dire d'autres dosages intermédiaires, qui, à ces génériqueurs, n'ont même pas permis vraiment puisqu'on sait bien que les génériques, c'est pareil, ils n'ont pas le succès. Classiquement, un médicament, quand il est génériqué, il perd 80%. Parce que les patients ont toujours tendance à dire c'est mieux d'avoir l'original. Surtout chez les usagers, parce qu'ils ont... Là, il y a une marque qui est autre chose qu'un nom de médicament. Puis il y a peut-être un effet psychologique. Il y a un effet d'attachement. C'est parfois le médicament qui les a sortis d'une galère. Absolument. Voilà, c'est pas juste un truc qui leur a fait baisser la tension. Et même si c'est psychosomatique, de toute façon, quand on est dans un médicament psychoactif, c'est ça. Ça. Et donc, on en arrive donc vraiment la dernière génération de cette industrie pharmaceutique dans ce qu'elle propose. Et là, c'est justement, on est dans le cas précis de ce que je décrivais, c'est-à-dire quelque chose qui n'est absolument pas une demande d'usager. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces long-acting treatments de buprenorphine qui sont proposés là, traitement dans la longue durée d'action? Alors là encore, je pense que l'intention est bonne et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc l'intention cadre bien, en tout cas, avec cette histoire de détournement des médicaments, puisque là, on injecte un dépôt, en fait, une espèce de solution visqueuse, aqueuse, huileuse dans l'organisme qui va va libérer pendant un mois, voire une semaine, de la buprenorphine de façon progressive. Et cette libération, en fait, c'est censé correspondre à une prise quotidienne
est censé se substituer, en fait. Alors, c'est une substitution d'une substitution, c'est-à-dire au lieu de prendre un médicament tous les jours. Un médicament tous les jours, on en prend un une fois par mois par injection. Donc, ça règle le problème du mésusage, puisque là, du coup, tout le produit est dans l'organisme pour une semaine, pour une semaine ou un mois. L'usager a 0 produit dans les mains, il a tout dans l'organisme, qui sert de, il a même sert pas de la coffre-fort. possibilité d'aller chercher la pharmacie. Ah non, non, il ne doit pas avoir le produit dans les mains. Donc, voilà, c'est le coffre-fort, c'est plus le coffre-fort du centre méthadone, c'est le patient lui-même qui fait coffre-fort et qui libère tous les jours, alors qu'il peut à côté prendre de la buprenorphine s'il trouve un médecin qui lui en prescrit, etc. Mais en tout cas, il a une dose qui est censée le traiter pour une semaine, pour un mois, et il y a même un dépôt qui arrive. Donc là, c'est plus une substance injectable, c'est un dispositif qu'on met sous la peau, un implant. Un implant chirurgical. Qui va libérer le produit, cette fois pendant 6 mois. 6 mois. Voilà, donc... Alors là, le docteur Olivenstein, s'il est dans sa tombe, il doit se retourner 12 fois. Là, parce alors, que là, on est dans le contrôle pharmacologique total. Et effectivement, c'est l'idée que des artifices pharmacologiques ou pharmaco-cinétiques puissent régler tous les problèmes. Voilà, c'est ça. En gros, on va régir votre vie avec une injection. Voilà. Alors, il faut dire qu'il y a un modèle, et je pense que c'est, encore une fois, les idées, on n'invente jamais rien. On copie toujours plus ou moins ce qui se passe à côté. Donc, l'idée, c'est les antipsychotiques. Tous les antipsychotiques existent maintenant quasiment par voie injectable une fois par mois. C'est les formes Rota, Risperdal, etc. Donc, qui évitent... Alors, dans le cadre, je dirais, des psychotiques, des malades psychotiques, en fait, on sait que l'observance n'est pas bonne. Donc là, l'injection en retard pour un mois, elle permet de garantir l'observance. Voilà, parce que le problème de ces patients, c'est qu'en général, soit ils oublient, soit ils ne veulent pas prendre leur traitement. Ce qui n'est pas le cas de l'usager. Les usagers de TSO qui ne veulent pas prendre leur traitement, c'est plus rare. Ou alors, c'est qu'ils veulent arrêter le traitement. Et ça, c'est vraiment une autre problématique. Donc, je ne pense pas que l'intention, même si le modèle existait, ce soit effectivement de combattre la mauvaise observance. C'est effectivement, par rapport aux mésusages, c'est l'idée qu'il y a des usagers dont un des seuls problèmes serait tous les jours de prendre un médicament. Alors, franchement, je ne connais pas la réalité de ça. Il semblerait que ça puisse être le cas, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'ils ont des études qui sont surtout dans les pays... qu'on a évoqué tout à l'heure, où la délivrance est journalière. Où tu es substitué depuis 20 ans, ça fait 20 ans que tu vas tous les jours à ta pharmacie. Donc on peut imaginer que quand on propose ça à ces patients, ils disent « Ah oui, non, moi j'aimerais bien échapper à ça. » Après, il y a le problème du ressenti. C'est-à-dire, encore une fois, quand je dis que ce n'est pas une demande d'usager, le ressenti de la substitution, de ce qu'on peut, nous, en connaître, c'est que le rituel qui consiste à tous les jours avoir une substance, c'est quelque chose qui existe. Et toi, tu as rencontré ça dans ta carrière quand tu as développé pour Ethypharm justement le film... l'eurodispersible, lyophilisate. Voilà, l'Eurobupré, parce que justement, cet effet quotidien, tu peux l'avoir de manière plus intense quand il n'est pas en sublingual, mais que, comme on expliquait tout à l'heure, quand on injecte la buprenorphine, on a le full effect. Le full effect, et sous la langue, il faut normalement attendre 15 minutes pour être sûr que toute la buprenorphine soit absorbée. Donc toi, tu as développé quelque chose. Oui, on a mis sur le marché cette forme qui existe, qui est une forme eurodispersible, un LIOC. Alors, ça n'augmente pas dans les mêmes proportions que de passer du sublingual à l'injectable, mais semble-t-il décrit sur les forums d'usagers. Donc il y a bien un effet recherché quotidiennement. C'est ça le truc. Je pense que les gens qui prennent de la méthadone, a fortiori pour la méthadone, je pense que les gens qui prennent de la buprenorphine, oui, ils sont sensibles à cette petite dose d'effet quotidienne. Voilà, qui fait en fait substitution. C'est-à-dire qui fait que... qui est pas... Voilà. Donc cette hypothèse de
finalement d'un effet aplani, qui n'existe plus, qui serait juste une saturation des récepteurs uniquement sur le plan technique, sans aucune sensation, elle part d'un présupposé qui n'est pas pour le moment garanti dans les faits, ou si il existe, nous on ne le voit que dans le cas d'usagers qui ont quasiment rompu avec la substitution, c'est-à-dire qui sont déjà... C'est par exemple, l'exemple typique, c'est des gens qui se lèvent le matin et qui oublient de prendre leur substitution. C'est des gens qui sont déjà dans un après, dans quelque chose qui est déjà la sortie de ce rituel quotidien et qui, en fait, souvent sont dans des posologies assez basses. D'où la possibilité de développer alors ces techniques, effectivement, dans cet esprit-là, c'est-à-dire dans un esprit de sortie du traitement de substitution pour des gens qui déjà réussiraient à se déconditionner de la prise quotidienne et puis après, avec des posologies de plus en plus faibles, sortiraient du traitement. Oui, ça me paraît en tout cas la bonne indication. Est-ce que c'est celle sur laquelle les différentes firmes, donc là il y a Camurus, il y a Indivior, et puis celle qui va commercialiser le bâtonnet. Est-ce que c'est ce marché-là qu'ils convoitent ou est-ce qu'effectivement ils sont à la recherche, on va dire, d'une niche profitable, hein. Donc ça c'est des stratégies d'entreprise. Voilà. Alors comme on parle d'entreprise, et je crois que je ne l'ai pas dit au début, je ne m'exprime pas au nom d'une entreprise précise, m'exprime à ta demande. Et au titre d'expert, en fait, parce qu'il faut aussi dire que toutes ces années que tu as traversées en étant particulièrement reconnu, notamment dans le secteur associatif, te crée une forme d'expertise particulière que tu as pu avoir, mais qui légitime aussi ton savoir technique, en tant que le fait que tu as été un opérateur des laboratoires. Voilà. Mais je n'en suis pas le représentant ni de l'industrie pharmaceutique en général, ni des laboratoires qui commercialisent. Ce ne sont en fait que des expériences personnelles, des constats, ce que j'ai entendu, ce que j'ai... D'où l'intérêt de t'avoir ici, puisque si tu étais le représentant d'une firme, déjà, on aurait des risques de procès inévitables, puisqu'on ne peut pas dire impunément du mal d'un laboratoire, forcément, ce qui est normal. Et là c'est juste de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que la question de l'intérêt commercial d'une molécule dans la question de la substitution reste un objet primordial. Parce que c'est marcher la tête à l'envers que de penser qu'un laboratoire va mettre sur le marché une molécule, ne serait-ce qu'en substitution, avec toujours cette idée qu'on marche pour l'intérêt des usagers de drogue. Donc c'est le grand leitmotiv de la prise en charge des addictions, qu'on est là pour l'intérêt des gens, mais on est dans une société capitaliste où, dans ce type de démarche, il faut qu'il y ait un succès commercial. Oui, alors j'ai des contre-exemples, et je sais que tu es particulièrement friand de contre-exemples. Ouais. C'est la commercialisation de la naloxone. Il y a 3 laboratoires qui s'y sont collés. Indivior, Ethypharm, Prenoxad, Indivior, Nalsq et Mundi Pharma aujourd'hui avec le Nixoïde. Franchement, il n'y a aucun laboratoire qui a gagné de l'argent avec la naloxone. C'est-à-dire que parfois, à des moments précis d'implication, peut-être aussi de recherche d'image, les entreprises qui dépensent beaucoup d'argent pour améliorer leur image. Leur image, oui, parce que dans le cas de Nixoïde, par exemple, il se trouve que c'est le laboratoire qui a été incriminé dans le cadre de la crise des opioïdes aux États-Unis. Alors, est-ce qu'ils se rachètent ça peut être un effet d'image. Indivior, quand ils ont commercialisé Nalsq, je ne pense pas que la perspective était de gagner plusieurs dizaines de millions d'euros. Et Ethypharm, j'en suis sûr, c'est non aussi. Donc voilà, quelque part, dans ce domaine des addictions, il est possible d'avoir des actions qui ne sont pas forcément rémunératrices. Mais je pourrais te rétorquer que du coup, ça ne marche pas. Du coup, la naloxone en France, c'est globalement un échec en termes de communication.
Alors, de communication, alors je pense que c'est un échec en termes de communication de la part des pouvoirs publics, de la part des sociétés savantes qui organisent leurs congrès. Enfin, moi, depuis que les naloxones sont mis sur le marché, je suis allé à des dizaines de congrès. Alors, il y a quelques congrès où il y a un petit atelier naloxone, etc. Mais oui. Globalement, ce qu'on aurait pu attendre, c'est qu'à des grands congrès prestigieux, il y ait vraiment... Alors, pas des Américains qui nous parlent de l'analoxone aux États-Unis, comme j'ai pu voir sur certains congrès, mais de gens de la réalité. Qui prônent en France un accès... des overdoses en France, voilà, des risques. Les risques. De qui est-ce que ça concerne, et un accès ouvert à l'analoxone, même si les gens ne vont pas l'utiliser, mais ils l'utiliseront pour quelqu'un d'autre, sur des techniques de diffusion boule de neige. Non, on est resté sur l'idée d'un médicament qu'il fallait réserver. Oui, compliqué. Avec des formations compliquées. Mais je pourrais aussi te dire qu'il y a une logique à tout ça. C'est que quand tu parles des pouvoirs publics, et on l'a vu là dans toute notre conversation, il n'y a jamais eu de campagne nationale. Non, si, il y a eu des campagnes pour les en direction des usagers. Non. Voilà. C'est qui peut faire une campagne en direction des usagers? Ah oui, c'est l'État. Ouais. Non, quand on parle de santé publique, quand on parle d'addiction, quand on parle de VIH, on parlait de VIH quand même. Là, on parle d'overdose. Quand on parle de mort d'homme, si, bien sûr qu'il y aurait l'espace pour des campagnes. Ils l'ont fait pour le VHC. Et pour ce qui est de l'analoxone, il y a tout ce qu'on peut dire dans la presse maintenant sur la prescription dentalgique et le fait qu'il y a cette crainte de voir l'épidémie d'opioïdes se déporter en France. Donc il y aurait aussi un espace, on va dire, société civile, grand public. Je suis intimement persuadé, voilà. Complètement. Comme il y a, aux États-Unis, je suis allé il n'y a pas longtemps, dans le métro, il y a Get Kit Naloxone. Voilà, c'est ça, oui. Oui, il paraît qu'il y a des grandes affiches partout. Il y a une incitation à avoir un kit Naloxone, même si on n'est pas usager. Voilà. Oui, en gros, vous êtes tous concernés par ce risque parce que c'est un risque normal de prise d'opioïdes. Comme on installe des défibrillateurs dans les gares, dans les rames TGV, dans les supermarchés. On a dit qu'il y a un petit panneau défibrillateur. Tout le monde est censé plus ou moins savoir défibriller. Mais est-ce que c'est pas aussi le problème français, on va peut-être conclure par ça, de ne jamais s'adresser aux patients et de toujours s'adresser aux médecins ou aux professionnels Est-ce que c'est pas là qu'il y a une limite finalement Comment on fait pour s'adresser aux patients? Je pense que c'est un casse-tête pour les pouvoirs publics. Alors, on voit bien, la NSM a son site, elle a ses correspondants, tous les médecins, je pense, reçoivent des alertes à NSM, etc. Mais comment on fait avec les patients? Alors, alors moi je pense que le VIH a montré comment on peut faire. Mais c'est sur une population... plus restreinte. Là, tu le dis toi-même, il faudrait une communication grand public. Donc, il faudrait potentiellement... Qui c'est qui pourrait avoir un fichier les caisses des CPAM les caisses pourraient fournir, par exemple, un fichier de tous les gens qui ont des opioïdes et qui pourraient recevoir une information. Mais bon, en fait, c'est la population générale là dont on parle, parce que maintenant les opioïdes. Mais derrière il y a la CNIL. Tu vois comment on fait pour établir un fichier? On fait que c'est pas aussi facile. Moi, je pense que c'est aussi une espèce de schizophrénie française, enfin de pudeur française, je ne sais pas comment l'appeler, sur la crainte de voir le libéralisme américain, c'est-à-dire en gros, alors justement les méchants laboratoires qui vont s'adresser à la population pour leur... Alors qu'en fait, c'est presque l'inverse. On a une garantie de protection du fait de notre système qui empêche de faire de la publicité, tout simplement. Et là, on parlerait juste d'information, grand public. Et du coup, voilà, on n'a pas les acteurs qu'il faut, on n'a pas les communicants qu'il faut, on n'a pas les relais, même en termes associatifs. Et peut-être qu'il faudrait une alliance avec... ce qui s'est passé avec le Subutex, tu vois. Pour moi, le Subutex, c'est une grande réussite française. Ça a sauvé sans doute des milliers de vies. C'est clair.
Et cette alliance entre un laboratoire et finalement la société civile, les usagers... Oui, les professionnels, les usagers, les pouvoirs publics, enfin tout le monde a mis une pierre à son édifice. Voilà. Et ça a marché. Et ça a marché. Voilà. Y compris financièrement. Et y compris financièrement. Et il n'y a pas de raison non plus qu'on ne va pas s'en plaindre. Oui, que le laboratoire qui a pris le risque, parce qu'on disait... il a pris le risque, alors certes de s'attaquer à un marché qui existait, le marché de la méthadone, mais qui a pris le risque et qui ne s'attendait pas à autant. Aujourd'hui, c'est toujours un risque. Voilà, on parle de l'argent des labos. Mais l'argent des labos, il pourrait être utilisé à bon escient, y compris pour faire des campagnes comme celle qu'on vient de... Why not voilà. Bon, on va en rester là ça a été un pour plaisir, aujourd'hui. Ouais, c'était un plaisir, mais ça a été fois, très très long. À chaque fois qu'on parle, je ne sais pas comment on va se débrouiller de tout ça, parce que ça m'étonnerait que les gens puissent nous écouter 3 heures de suite, mais on va remodeler tout ça. Ouais, enfin, il y a beaucoup quand même. Bon. Merci Thierry, et à très bientôt. À très bientôt.